Olivier Poivre d'Arvor, bonjour. Bonjour. Ambassadeur de France pour les pôles et les océans depuis 2020, vous présidez le Musée national de la marine. Vous êtes également écrivain et homme de culture. Vous signez un roman qui nous offre un grand voyage dans le temps et l'espace, 2 étés par an, aux éditions Stock. Ce sont les enjeux climatiques et océaniques vus par 2 oiseaux migrateurs, Jet et Lily. Alors, Olivier Poivre d'Arvor, 10 ans après la COP21 et l'accord de Paris, vous pilotez l'organisation de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui aura lieu en juin 2025. Vous étiez, je crois, la semaine dernière à Nice à l'occasion du carnaval sur le thème de l'océan. Alors la ville et les États seront-ils prêts pour ce grand sommet international ? Il vaut mieux parce que les enjeux sont d'importance. Oui, évidemment, nous serons prêts tous collectivement. Donc la conférence a lieu à Nice, comme vous l'avez dit. C'est une conférence assez nouvelle en fait. Elle est peu connue à l'échelle internationale comparée à ce qu'on appelle les COP climat. Et en fait, ça dit tout d'ailleurs du sujet. L'année même où on va donc organiser pour le compte des Nations Unies, donc 196 pays, avec un pays co-partenaire d'organisation qui est le Costa Rica, pays en voie de développement à chaque fois, c'est le principe. Cette même année, donc, il y aura au mois de novembre la COP 30 à Belém, au Brésil. C'est donc dire qu'il y a eu, depuis Rio 1992, enfin depuis ce grand mouvement autour de la planète, il y a eu 30 COP, 30 réunions consacrées au climat et seulement 3 à l'océan. Et c'est ça qui ne va pas, et c'est ça qui est en même temps formidable de pouvoir l'organiser, nous Français. Alors à titre personnel, est-ce que c'est du stress d'organiser un tel événement planétaire, puisque c'est quand même le plus grand sommet jamais organisé dans l'histoire sur l'océan ? C'est-à-dire que le stress naît quand on n'est pas préparé dans sa tête. Le président de la République, en 2022, lors de la présidence française de l'Union européenne, a souhaité mettre l'océan au premier plan, et donc organiser à Brest le One Ocean Summit. On a pris la décision, je crois, enfin je m'en souviens très bien, début septembre 2021. Le Covid était là et il m'a demandé de l'organiser. Donc voilà, et puis il fallait le faire en janvier à l'époque, c'est-à-dire 3 mois après, dans une ville quelque part, en plein Covid. Donc c'était déjà une manière de s'habituer à ce genre de challenge, et il fallait avoir des chefs d'État et de gouvernement. Et on en a eu 32. Venant du monde entier, beaucoup d'Européens évidemment, et on a réussi à faire, passant un peu entre les gouttes du Covid, un moment exceptionnel, je crois, à Brest, qui était très fondateur pour nous, pour le pays d'abord, parce que dans le fond, c'est ça le sujet de mon engagement dans cette mission. Nous sommes un très grand pays maritime. Nous le savons parce qu'intellectuellement on l'a appris, il y a des données qui montrent qu'on l'est, mais en fait nous n'en profitons pas du tout, et nous n'en usons même pas du tout. Et donc Brest, ça a été un peu de stress, parce que c'était la première fois comme ça à cette échelle-là, même si j'ai fait d'autres choses dans ma vie qui me permettaient quand même de tenir le coup. Ici c'est autre chose, parce que vous avez les Nations Unies qui sont là, vous avez la certitude que les chefs d'État seront là, en tout cas c'est ce qu'on veut faire. Donc le stress, non, c'est l'excitation de savoir qu'on va partager ça avec le reste du monde, voilà, plutôt. Alors, cette excitation, elle est peut-être aussi autour des attentes, hein, puisque 10 ans après l'accord de Paris, qu'est-ce que vous attendez, vous, et puis la France évidemment, de cette conférence sur l'océan en termes d'impact réel ? Ce que nous attendons, c'est à la fois comme Français, c'est-à-dire montrer qu'on est capable d'organiser une grande conférence, mais ça, bon, il y a une tradition, que nous sommes un pays, comme je vous l'ai dit, qui compte dans ce domaine, à la fois D'ailleurs, une question, oui. Parce que des fois on dit 2e territoire maritime, 1er, je ne vois pas où est la nuance en fait. Oui, alors il y a 2 choses. Souvent les gens disent nous sommes la 2e puissance maritime, mais vous savez que c'est pas puissance, c'est-à-dire domaine, c'est-à-dire qu'on a de la propriété maritime. On a 10 millions de kilomètres carrés, un peu plus. Les Américains en ont 10 500 000 ou 11 millions, et nous 10 500 000 selon le calcul, parce que je m'attache auprès des équipes de l'Ifremer à recalculer le plancher continental qui devrait nous permettre, je pense, c'est une forme de satisfaction dans ce moment
de challenge géopolitique, de devenir le premier domaine maritime dans peu de temps, peut-être même avant la conférence. Et ça veut dire qu'en fait, on a des zones exclusives économiques. Pour autant, nous ne sommes pas la deuxième ni la première puissance économique maritime, puisqu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, évidemment. Et donc, oui, non, Nice, ça sera pour nous une manière de montrer qu'on est capable de porter ces sujets, comme le président sait le faire en général, sur les affaires globales, à un niveau d'attention politique tout à fait exceptionnel. La conférence de Lisbonne, qui était très respectable, à laquelle nous étions avec Emmanuel Macron en 2022, accueillait 10 ou 12 chefs d'État. On en aura 80. Notamment le président Lula, le premier ministre chinois. Donc il y a un enjeu géopolitique évidemment non négligeable dans cette période que tout le monde connaît, qui est très important pour prendre des décisions ambitieuses. Alors ces décisions ambitieuses, une fois qu'on l'a dit, ça ne suffit pas, il faut voir quelles sont les pressions que connaît l'océan, voir quelles sont les ressources aussi que sont l'océan, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place, et aussi quelles sont, dans une perspective un peu de projection, quelles sont les ressources de l'océan et les fragilités in fine si on y va trop fort. Alors, au titre des pressions, ben, on les connaît, hein, vous savez, c'est la pollution plastique, tout le monde est au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans les océans, qui n'est pas directement lié évidemment à la production de l'écosystème océanique, mais j'espère qu'on nous fera avancer sérieusement cette négociation qui patine vraiment sur ce que nous souhaitons être un certain nombre de pays, l'interdiction du plastique à usage unique, la production. Je crois que le dernier sommet autour de ce sujet n'a pas abouti. Non, c'était en Corée, c'est ça? C'était à Busan il y a un peu de temps, en décembre. Pas abouti, et on est loin d'aboutir parce que les positions sont extrêmement tranchées. Il y a des domaines où par contre je pense qu'on va avoir des vrais résultats tangibles, c'est la décarbonation du transport maritime, qui aujourd'hui représente 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, mais qu'ici, son développement étant inéluctable, il se développe, en 2050, produira environ 15% du gaz d'émission de fer, si on continue avec ce fuel lourd, qui est un fuel vraiment extrêmement polluant. Là, à l'Organisation maritime internationale à Londres, nous sommes en train de négocier tous ensemble, avec les armateurs, les pays, un traité, un engagement, un accord qui amènera à Nice l'annonce d'une décarbonation totale, donc zéro carbone, en 2050, avec un phasage 2040 qui sera important aussi, et donc vraiment une résolution absolue. De même sur la question de la pêche illicite, illégale, on va en venir à bout. C'est un sujet qui date du début de l'humanité, hein. Mais grâce à des accords de l'OMC, grâce à l'engagement de l'OCDE et à la FAO, donc ces organisations multilatérales, on devrait être sur le chemin, dans 10 ans, d'un arrêt complet de cette pêche illégale illicite, qui est extrêmement nocive, mais enfin vraiment à avoir beaucoup freiné. Enfin, j'aurais dû commencer par ça. Le sujet de l'océan, et ce qui fait d'ailleurs que nous sommes uniquement à la 3e conférence de l'océan, c'est que cette affaire-là n'est pas gouvernée, ou très récemment. J'ai l'habitude de dire que l'océan a 43 ans, c'est-à-dire qu'il est né en 1982, à Montego Bay, quand la constitution du droit de la mer est posée. Ça veut dire qu'avant, on était dans une zone de non-droit. Absolument, de grande liberté pour certains, de non-droit pour d'autres. Et surtout avec une approche de l'océan qui était une approche... Bon, dans l'histoire, d'abord, l'océan servait surtout à se déplacer et d'aller conquérir les autres pays, voire les découvrir. Mais enfin, ce n'était pas des découvertes pour le bien de la science, c'était d'abord vraiment de la conquête. Donc, tous les empires coloniaux se sont construits très largement sur cette base-là. Et c'est très tardivement... alors, Christophe Colomb, dans ses textes, parle des sargasses, donc il ne s'intéresse pas tellement à l'intérêt, disons, écologique de l'époque. Mais enfin, c'est dire que les sargasses existaient déjà dans la zone des Caraïbes. Mais en fait, on ne s'intéresse à l'océan que très tardivement, et d'ailleurs, en fait, souvent par la fiction. C'est là où l'océan n'est pas français, mais quand même la France a donné à l'océan. C'est Jules Verne, qui est vraiment le premier auteur à l'échelle mondiale à tout d'un coup penser que c'est un domaine d'imaginaire et qu'il faut l'investir. Alors Hugo avant, mais là c'est autre chose. Il y a une logique quasi économique, scientifique. C'est même un milieu sous les mers, quoi. C'est ça, et beaucoup de romans très prophétiques de Jules Verne. Et puis après, ça va être Cousteau. Et c'est deux noms français. Et entre deux, vous avez très peu d'internationaux qui ont porté cet océan à un autre regard, celui de la connaissance, celui de la ressource et celui de l'exploitation.
Et donc, pour nous, la gouvernance est essentielle. Et cette gouvernance, 1982, le monde décide de s'approprier l'océan. Et donc, chaque pays, en fonction de sa surface, a ce qu'on appelle une zone exclusive économique, dans laquelle elle pourra avoir ses propres activités. C'est 200 miles oui, c'est ça. À partir de la côte. Hein. Absolument. Avec quelques autres éléments. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, en gros, dans les 200 miles, on est chez soi. Hein. Et puis après, le reste, on s'en fiche en 1982, si ce n'est que... C'est la zone de haute mer, c'est-à-dire entre ces zones... Je prends souvent la comparaison, parce qu'il faut être un peu limpide si on veut s'exprimer auprès des quelques milliards d'habitants. Et puis pour l'eau, c'est quand même mieux. Oui, il faut, exactement. Ben, je prends l'exemple de la piscine. Vous voyez, vous avez une piscine, le bord de la piscine. Alors ça, tout le monde a voulu mettre sa chaise pour s'y installer, et donc les zones exclusives économiques. Vous avez... Le fond de la piscine, important quand même, il faut nettoyer, mais là en l'occurrence, la perspective sur laquelle nous sommes, nous Français pour le coup, extrêmement ambitieux, c'est l'interdiction, non pas du nettoyage, mais de l'exploitation des grands fonds marins. Et puis vous avez ce qu'on appelle la colonne d'eau. Cette colonne d'eau, c'est une masse considérable de ressources, de vie, de biodiversité, d'opportunités économiques. C'est les ressources halieutiques, c'est les ressources génétiques, c'est tout ce qui fait le sel de la vie, le sel de la mer. Et donc, c'est cet ensemble-là dont on va décider, j'espère à Nice, pardon, avec la ratification d'un traité qui s'appelle le traité sur la haute mer, qu'on appelle BBNJ en anglais, Biodiversity Beyond National Jurisdictions, qui a mis 30 ans avant d'être conclu, en 2022, et qui devrait être ratifié, j'espère, le 9 juin ou le 13 juin quand on finit la conférence, parce que nous aurons le nombre de pays suffisant. Et à partir de là, on se lance dans une vision de gouvernance partagée de l'océan tout à fait nouvelle. Alors, Olivier Poivre d'Arvor, c'est quand même compliqué parce que, d'une part, Joe Biden, avec lequel je crois vous aviez mangé un steak il y a quelques années, avait remis les États-Unis dans les accords de Paris. Donald Trump les a retirés à nouveau. Alors comment fait-on pour construire une feuille de route mondiale sur l'environnement et demain sur les océans avec tous ces changements de pied? Alors le steak, c'était à Wilmington, Delaware, il y a 40 ans, quand j'étais étudiant et quand Joe Biden était un sénateur. Voilà, donc c'était il y a longtemps. Entre-temps, c'est vrai, les Américains ont quitté, sont revenus dans l'accord de Paris. Là, ils annoncent clairement qu'ils vont le quitter. Il faut un peu de temps pour le faire. Ce qu'on peut voir dans la première période Trump, dans le fond, certes, les États-Unis l'ont quitté, mais dans le fond, les États-Unis ne se résument pas à la Maison-Blanche. Il y a évidemment les États, les gouverneurs, et qui ont continué. Et c'est là où ça se passe, quand même, très largement, l'économie, l'industrie, à faire ce chemin vers la décarbonation, en fait, vers l'élimination de ces gaz à effet de serre. Le climat, c'est compliqué. Franchement, très compliqué. Je ne suis pas ambassadeur climat. C'est beaucoup de problèmes. Enfin, pas beaucoup de problèmes, c'est un problème, une responsabilité, celle de l'homme, et des solutions. Très multifactorielles. Voilà, et qui vont prendre du temps, avec des débats infinis sur quand est-ce qu'on va enfin passer à une ère sans oxyde de carbone. Du chemin, les COP climat. L'océan, c'est tout le contraire. L'océan, il y a quelques problèmes. Pollution plastique, pollution chimique. Les seuls vrais graves problèmes de l'océan, ils sont dus au climat, d'ailleurs. C'est l'élévation du niveau de la mer, notamment par le fait de la fonte de la cryosphère. Mais c'est surtout beaucoup de solutions. Enfin, ce ne sont que des solutions. Des solutions pour les hommes, en termes de ressources, en termes de mobilité, en termes de transport, en termes de rêve aussi. Le climat, ça ne fait pas rêver. L'océan, ça fait rêver. Donc, cette part de rêve, cette part de conquête, cette part de ressources, cette part de relation que les hommes ont avec l'océan, qui va être importante d'ici 2050, nous sera 10 milliards quand même autour de cet océan, avec les 3/4 qui seront environ à 75 km de l'océan. Et donc c'est ça qu'il faut construire, et c'est ça qu'on veut construire, cette relation très apaisée, durable, économiquement viable, et assez heureuse, et c'est pas du tout chimérique. Je pense que le 13 juin, quand le président de la République présentera avec le secrétaire général des Nations Unies les accords de Nice sur l'océan, on se rendra compte qu'il y a une volonté collective des acteurs économiques, à partir de la connaissance que les acteurs scientifiques nous apportent,
et aussi des alertes que les environnementalistes nous ont données depuis très longtemps, il y a une volonté collective de faire de cette espèce-là un espace de paix durable. Alors ça paraît peut-être un petit peu naïf dans l'époque actuelle, mais nous assumons cette foi-là en tout cas. Alors je crois que Paul Valéry disait que le meilleur moyen de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller. Alors, il est là d'ailleurs, Paul Valéry, oui, je pense, en effet. Et pour se réveiller, j'aimerais simplement, et peut-être en simplifiant les choses, mais vous demander quelle piste de solution pratique vous envisagez. La pollution plastique dans les océans a augmenté de 64% en seulement 20 ans. Alors, quels outils, soit législatifs, soit économiques, la France et le Costa Rica envisagent-elles pour pouvoir inverser cette tendance? Est-ce qu'il y a un effet massue, une possibilité, un levier? D'abord, ça ne se passera pas à Nice, puisque il y a une organisation des Nations Unies qui est chargée, donc qui s'appelle l'UNEP, qui s'occupe de l'environnement, qui est chargée à Nairobi, donc c'est une des agences des Nations Unies, de conduire cette négociation internationale. Alors, on ne peut pas obtenir l'arrêt du plastique en allant ramasser des plages, des déchets sur les plages, ni en se disant qu'il faut être vertueux avec nos propres déchets ménagers. C'est vraiment pas la réponse majeure à la question énorme que vous posez. Il faut donc arrêter de produire du plastique à usage unique au moins. Et ça, quand on m'a présenté l'enjeu, moi je trouvais que c'était pas suffisant. On va vivre sans plastique. Bon, là, l'affaire est quand même autrement plus complexe. Mais le plastique à usage unique, il est majoritaire dans ce qu'on trouve, en effet, à travers les fleuves, les deltas qu'on finit par trouver dans les océans sous la forme de microplastiques. Et donc, ça, c'est cette négociation qui pour l'instant, patine, et qu'on va relancer à travers probablement la ministre Agnès qui va pouvoir relancer cette négociation. À Nice, à travers, j'espère, des engagements de pays qui, au-delà de ceux qui, comme nous, sont très pour un environnement durable, produisent du plastique. Je pense, sans les nommer trop, mais enfin, le Brésil, les pays du Golfe, un certain nombre de grands pays pour qui c'est une ressource industrielle importante. Voilà, ça veut dire que si on a cet accord-là, de facto, les pays vont s'engager à ce que leur industrie ne produise pas. C'est pas gagné, mais nous ne sommes pas du tout en faveur d'un traité qui soit un traité sur le recyclage, qui est absolument insuffisant par rapport à la menace considérable sur la biodiversité du microplastique qui vraiment devient vraiment la règle maintenant dans les océans. Alors, un des autres sujets, vous parliez tout à l'heure du fond de la piscine, c'est l'exploitation minière des fonds marins, avec notamment des gisements potentiels de cobalt, manganèse, de l'or. Alors, ces richesses-là, la France compte les sanctuariser? La France peut rien, elle peut juste décider que dans sa propre zone exclusive économique, donc qui, je le rappelle, à 90% est celle des territoires ultramarins, elle peut juste décider, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, de ne pas les exploiter dans cette ZE. Le sujet aujourd'hui, la tension internationale qui est patente, c'est justement cette partie de la haute mer et des fonds, des grands fonds marins de la haute mer. Il y a une organisation qui a été créée il y a maintenant 40 ans, qui s'appelle l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, qui est à Kingston, en Jamaïque, qui a pour mission de travailler depuis 40 ans à la connaissance de ces grands fonds marins, donc l'exploration, aux fins d'exploitation. Donc un certain nombre de pays, dont la France d'ailleurs, ont des contrats depuis de nombreuses années pour aller connaître et puis, in fine, exploiter. Pour exploiter, il y a une règle, il faut un code minier. Ce code minier, il était en 2022 au bord d'être signé. Et d'être signé, pardon de le dire de manière un peu brutale, n'importe comment. C'est-à-dire avec très peu d'assurance sur l'impact de ce raclage des océans, à la fois en termes de biodiversité, mais surtout parce qu'on sait que ces grands fonds marins contiennent beaucoup de carbone, donc si c'est pour faire remonter le carbone qui est contenu depuis des millénaires dans ces endroits, certainement pas. Et donc, un certain nombre de prédateurs, entre guillemets, peu d'entreprises d'ailleurs, mais quelques pays qui pouvaient chercher là des ressources importantes dans ces grands fonds marins, poussaient beaucoup pour qu'à Kingston, on se mette à signer ce code minier, à l'adopter. Et là, le président de la République, je dois dire, a eu une position extrêmement surprenante pour tout le monde, enfin pas pour moi en l'occurrence, mais enfin disons que son équipe n'était pas surprise, mais
C'est de dire, écoutez, la France prône, et c'était un choc pour beaucoup de pays, l'interdiction d'exploitation des grands fonds marins. Il n'y avait pas de date, on ne disait pas c'est pour toujours, l'interdiction chez soi comme chez les autres. Donc évidemment on ne peut pas pousser les autres à ne pas le faire chez eux, ils le font s'ils veulent, mais par contre on avait une voie qui était assez isolée à l'époque. Résultat des courses, si j'ose dire, c'est quand on est assez courageux, quand on est assez radical et quand on dit il y a un danger, il ne faut absolument pas se lancer dans ce qui pourrait être un méga désastre écologique. Nous sommes aujourd'hui 32 pays, une coalition vraiment solide, de pays qui appellent non pas à l'interdiction mais au moratoire ou à une pause de précaution. Ça veut dire que notre perspective, à nous Français, mais je pense à l'échelle internationale, c'est de repousser l'adoption de ce code minier tant que nous n'aurons pas les certitudes environnementales. Et donc, à la place de ce possible démarrage, de commencer non pas d'exploiter, mais de connaître. Parce qu'en fait, le grand problème de l'océan, j'aurais dû commencer par ça en répondant à votre question, c'est qu'on ne connaît rien. Et ce dont je vous parle, je ne le connais pas. Et vous ne le connaissez pas plus, je pense. Et donc, il faut se lancer, et ça sera probablement, je pense, le grand livrable de la conférence des Nations Unies, dans ce que certains, je ne veux pas citer les États-Unis et Mars, mais la mission Mars que M. Trump et M. Musk lancent, ou vont lancer, et ben nous allons, nous, en Européens, à travers un pacte bleu européen, à travers des alliances avec un certain nombre de pays, et puis avec des agences spatiales, des agences océanographiques et des investisseurs aussi économiques, nous allons lancer dans un vaste plan d'exploration de l'océan, 2025-2035, 10 ans pour enfin connaître toute cette partie de l'océan, en l'occurrence principalement d'abord cette colonne d'eau, parce que le jour... Enfin, j'appuie là-dessus parce qu'en fait c'est fou, c'est-à-dire qu'effectivement ce que vous dites, c'est que les budgets de la recherche pour aller explorer la Lune ou Mars sont amplement supérieurs à ceux de notre zone de proximité qu'est la mer. Incomparablement, je me méfie moi-même de mes chiffres, mais on les réajuste régulièrement. Les budgets des agences spatiales aujourd'hui, dans nos calculs, sont à 800 à 1000 fois plus importants que ceux qui sont consacrés à l'exploration de l'océan. L'océan, c'est quand même juste 70%, 72% de la surface de cette planète. La haute mer dont je parle, c'est 60% de cette surface de la mer, et c'est au bas de chez nous. Alors c'est assez compliqué en fait d'aller au fond de l'océan. Les fosses de Marianne, c'est pas simple, hein. Mais enfin bon, Mars non plus, c'est pas très simple. Voilà, donc je pense que si on y mettait les moyens, mais en fait les moyens on les met pas. Et donc dans un premier temps, notre objectif, nous, c'est de convaincre les Nations Unies, enfin en tout cas les membres, le nombre maximum de membres des Nations Unies, qu'on ne peut pas avoir un accord sur la haute mer, qui va être ratifié, j'espère, bientôt, qui va permettre en effet de se partager les ressources, c'est un des points importants de cet accord, sans savoir ce qu'il y a. Les fonds marins, c'est autre chose. Nous pensons que véritablement, il faut prendre son temps. Donc je ne dis pas que nous voulons repousser ce code minier ad vitam, mais ce type d'exploitation aujourd'hui est, je pense, absolument criminel. Le terme est assez fort, mais il revêt en tout cas notre conviction. Qu'on nous donne les preuves avec l'ensemble des permis d'exploration qui ont eu lieu, qui ont été cédés depuis maintenant 20-30 ans, qu'on nous donne la preuve que non. Puis on prendra nos responsabilités. Alors remontons à la surface. En ce moment, et depuis quelques années, le plus grand iceberg du monde est en train de dériver dans l'océan austral. Je crois qu'il se rapproche de certains territoires avec une faune qui est menacée d'une certaine manière. Alors, une des conséquences de la montée des eaux avec le réchauffement climatique, ça va être la disparition de certains États, notamment dans le Pacifique. Comment peut-on organiser la suite de l'existence de ces États? Il faut d'abord remonter à la raison. La raison, ça n'est pas que l'Antarctique. La raison, c'est un système, en fait, et la discussion qu'on a, sans être trop complexe, c'est pas la discussion sur l'océan ou sur les pôles. Moi, j'ai les deux responsabilités, postes qui sont d'ailleurs très nouveaux. Hein. C'est Michel Rocard qui a créé cette fonction d'ambassadeur des pôles. Ségolène Royal lui a succédé, j'ai succédé à Madame Royal. Mais en fait, il faut penser l'hydrosphère.
On a parlé du plastique, on a donc parlé des fleuves et des zones humides. Et donc cet ensemble dont nous parlons, ce n'est pas les 72% de surface de la mer, c'est les 80% de la zone hydrographique au monde, en fait, qui compte aussi bien, en effet, ces zones humides, les fleuves, les lacs, tout cet ensemble des mers intérieures, d'ailleurs, on ne va pas parler du sujet de la mer d'Aral, mais c'en est un, et cet ensemble avec les pôles, qui est un ensemble qui, en effet, ne doit pas être dégradé. Les points d'attention aujourd'hui de cet ensemble, c'est en effet la cryosphère. La cryosphère, c'est non seulement les pôles, mais les glaciers. Donc c'est toute la zone glacée. Glaciaire, absolument. Oui. Et cette zone-là est très, par le fait du climat, et donc évidemment de l'élévation du point 5 et de la perspective, je pense quand même assez pessimiste, qui doit être la nôtre, si on veut en tout cas réagir. Oui. Absolument. Les 4 degrés, c'est tout ça qui s'effondre. Et ce système-là qui s'effondre, on le voit au Groenland, et j'y vais souvent, je vois en Antarctique aussi, où nous sommes très présents, nous Français, mais tout le monde le mesure. Et ce que vous citez n'est pas complètement nouveau. En Antarctique, relativement, ça date de 10-15 ans, il y a en effet d'énormes masses de glace qui se détachent, qui vèlent et qui vont rejoindre ou menacer ou tutoyer parfois quelques pays. Mais le danger n'est pas celui-là. Le danger, il est ce qui se passe au Groenland depuis des années, c'est-à-dire la baisse de cette calotte glaciaire, la calotte glaciaire de l'Antarctique, de même que l'effondrement des glaciers. En 2100, quand nous ferons la prochaine entretien, tous les deux, en 2100, nous constaterons qu'il y a maintenant plus de 200 000 glaciers, mais 100 000 seulement. Et que les grands glaciers, je pense en Afrique, je pense notamment à un glacier essentiel qui est toutes les chaînes de l'Himalaya, de l'Hindu-Kush, qui touche évidemment beaucoup d'individus, parce qu'en bas, il y a des agriculteurs qui vivent de cette masse d'eau qui régulièrement permet de faire vivre près de 400 millions, 500 millions de personnes. Et donc en fait, cet effondrement de la cryosphère est le vrai sujet. D'abord, on ne comprend pas complètement, on voit d'où ça vient, mais on ne sait pas mesurer les échelles de temps. Enfin, échelle de temps, vous parlez de l'Himalaya, il y a du coup l'élévation du niveau de la mer, et je crois que la population qui borde les côtes est la population majoritaire. Donc on va dire, c'est pas le niveau d'élévation de la mer, mais... La prédiction avec les données qu'on a aujourd'hui, que le GIEC peut nous donner ou que nous pouvons collecter, c'est près de 800 millions de personnes en 2100. 800 millions de personnes, il faut pondérer parce que la population va être à son pic en 2050, 10 milliards, et ça va redescendre. Mais je pense que 800 millions, c'est le chiffre juste. Qui vont être menacés, c'est-à-dire qui vont être menacés parce que physiquement, la mer va monter d'1,50 m. Voilà. 1,50 m, c'est beaucoup de choses. Le bassin d'Arcachon, Le Havre, Trégastel, qui est déjà d'ailleurs dans une zone critique, en Bretagne chez moi, mais évidemment à d'autres échelles, la façade chinoise, les grands ports de Chine, les grandes villes, Jakarta c'est déjà fait, les États-Unis, New York, Manhattan, difficile d'aller grimper dans les skyscrapers, mais à part ça, il faudra quand même trouver des solutions qui sont difficiles à trouver. D'ailleurs, tout le monde est déjà au travail, et pas uniquement à Venise, à New York ou à Los Angeles ou à la Nouvelle-Orléans. C'est un sujet qui va évidemment être celui de la conférence, d'autant plus que nous lançons à cette occasion-là, à Nice, cette décennie des sciences de la cryosphère, un grand programme qui va permettre, je l'espère, en confrontant nos données, en faisant travailler des pays qui ne travaillent pas ensemble. Aujourd'hui, la Russie, pour une raison qu'on imagine, mais globalement, chacun fait sa petite recherche polaire dans son coin, de pouvoir en effet donner des informations précises sur le degré de la menace. Et la menace est grande. Alors, je ne lâche pas les quelques États qui vont être totalement submergés. Ça veut dire que donc, les populations vont devoir les quitter. Se pose la question de la continuité juridique, ou est-ce que ces pays vont être simplement effacés de la surface de la Terre? Il y a un signe. Tous ces pays, c'est-à-dire en gros la zone Pacifique principalement, nous ont déjà dit depuis un an qu'ils allaient venir au niveau chef d'État et de gouvernement à Nice. Mais pareil pour les pays de la Caraïbe. Donc tout ce qu'on appelle les Small Islands Developing States, les petits pays en voie de développement, qui sont des grands pays océaniques par ailleurs,
évidemment, sont très concernés. Et donc, pour le cas précis des pays dont vous parlez, qui sont le Pacifique, qui sont Kiribati, qui sont les Salomon, mais qui sont la France aussi, les Tuamotu sont extrêmement menacés. Je pense qu'en 2050, je ne vais pas m'avancer pour ne pas faire peur plus que de rigueur, mais les Tuamotu ne seront plus habitables. Et donc, nos compatriotes vivent là. Et donc, en effet, le statut juridique de ces pays est en discussion aux Nations Unies. Est-ce qu'un pays qui est submergé, dont la population s'est réfugiée dans un autre pays, qui lui aura concédé des terrains, est-ce que ce pays existe encore juridiquement, ou est-ce que c'est tuvalu.com et que c'est des États numériques? C'est vous dire que cette discussion qui est assez récente en fait, à un niveau Nations Unies, qui est une perception que depuis longtemps, j'imagine quand on vit aux Maldives ou dans ces îles du Pacifique, ces populations ressentent, et ces États vivent comme étant une menace existentielle. La discussion est assez récente. Il a fallu attendre septembre 2024, donc très peu de temps, pour qu'aux Nations Unies, à un niveau chef d'État de gouvernement, il y ait une expression publique sur ce sujet. À Nice, on va organiser une grande conférence des régions et des villes côtières menacées par le sujet, donc représentant des élus. Je pense qu'on va commencer à s'organiser, c'est-à-dire que d'abord comparer les modèles de protection dans ces petites îles qui sont vraiment au ras de la surface de la mer. C'est très difficile d'en imaginer. Il y a quelques travaux qui ont été menés aux Maldives, mais enfin qui ne sont pas satisfaisants. Donc là, il y a un sujet existentiel. Pour d'autres, je pense notamment à des grands pays européens, le sujet existe depuis longtemps aux Pays-Bas, et donc les Hollandais ont déjà, les Néerlandais ont déjà des solutions. Les Vénitiens ont déjà des solutions, les New-Yorkais pensent à d'autres solutions. Donc aussi c'est le partage d'informations, et puis après la question de la réparation qui va être la question qui va être posée, je pense, par ces petits États. C'est qu'est-ce que vous faites pour nous permettre d'avoir des terres et surtout compenser les pertes énormes économiques que ça va représenter. Alors, un sommet, pour que ça soit un succès, il faut qu'il y ait un traité ratifié. Je crois que celui de Nice doit recueillir 60 signatures minimum. Est-ce que ça vous semble atteignable? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a actuellement une dynamique favorable ou pas dans le contexte géopolitique actuel? Comment voyez-vous les choses? Écoutez, entre le moment où on se parle et le moment où nous serons entendus, j'espère que je pourrai être plus affirmatif dans la positivité. C'est pas facile parce que c'est compliqué, voilà. Et comme c'est compliqué, c'est très intéressant. Voilà. Et on va y arriver. Tout est assez possible. Vous l'avez vu aujourd'hui, les recompositions d'alliances, etc. Donc pour le pire et le meilleur. Et moi, je pense que le meilleur, l'océan peut réunir, y compris dans le moment actuel, y compris. Nous serons à 10 jours du G7 à Nice, hein, donc dans les Rocheuses, Canada, M. Trump, Mme Mélanie, M. Macron et d'autres se retrouveront autour de la table. Oui, c'est possible. Alors, je crois que pour illustrer le fait que c'est possible, vous avez invité Violette d'Orange, qui nous a montré qu'à 23 ans, c'est possible de faire le Vendée Globe. Elle fait partie des nombreuses personnalités que vous invitez autour de cet événement. Oui, c'est un bel exemple, je pense, en effet, l'histoire de la mer, c'est pas une histoire confortable, hein, c'est une histoire violente, une histoire où la piraterie au naufrage, en passant par tous les sabordages et les guerres sur la mer, et puis le scorbut, la disparition. Non, quand on prend en charge un sujet comme ça, y compris quand on est ambassadeur chargé des pôles et des océans, c'est pas pour faire du confortable et puis discuter tranquillement avec des juristes de comment on va gérer l'effondrement du monde. Non, il y a de la volonté, mais la volonté, elle vient des États. Si vous êtes des États et aussi des acteurs économiques qui le veulent, ça va mieux. Et pour ça, il faut des scientifiques. Alors les scientifiques, c'est le sujet principal. On l'a dit, il faut des moyens pour documenter l'océan. Des acteurs économiques, il faut leur expliquer que c'est bien pour eux. Nous avons la chance, par exemple, d'en avoir un certain nombre. Je pense au transport maritime, je pense par Rodolphe Sadé, CMA-CGM. Tout bien pensé, en homme d'affaires qu'il est, il pense qu'il faut que la mer aille bien si on veut continuer à développer un transport durable. Donc,
les grandes compagnies comme la sienne ont été extrêmement actives dans ce projet de décarbonation, de chercher la nouvelle énergie qui permettra, l'énergie renouvelable qui permettra de transporter le commerce maritime dans le monde de manière durable. Puis il faut des pays. Alors là, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, soyons fiers d'être français. Il y a une tradition française, elle est politiquement très portée depuis quelques années, et nous ne lâcherons rien dans cette discussion-là. S'il faut lâcher sur d'autres choses, on ne lâchera pas sur l'océan. D'abord pour nous c'est vital, parce que nous avons ce domaine maritime, c'est important pour nos populations qui en vivent, à la fois les pêcheurs, les habitants, l'ensemble de ceux qui ont cette relation avec l'océan. Et puis c'est important pour ces îles dont vous parlez. Donc oui, nous battrons. Et je pense qu'il y aura une bonne surprise. C'est un vendredi 13, le 13 juin, mais que les accords de Nice pour l'océan seront un point de bascule en tout cas. Alors, pour rester dans le domaine maritime, je me pose la question s'il n'y a pas un grain de sable dans cette mécanique. C'est l'intérêt de Donald Trump pour le Groenland. Le Groenland, c'est aujourd'hui une île danoise de 57 000 habitants. Donald Trump veut en faire le 51e État des États-Unis. Il n'exclut pas le recours à la force pour cela. Comment voyez-vous cette pression sur cette île avec votre regard fixé sur la fonte des glaciers? Il faut y aller d'abord au Groenland pour comprendre, en effet, et voir que les 85% de glace qui recouvrent l'ensemble du Groenland, qui est en gros 4 fois la surface de la France, le Groenland c'est 2 millions de kilomètres carrés de glace, de calottes glaciaires de 3 km à certains endroits, que tout ça s'effondre. Et que donc un paysage nouveau, dans toute la région d'ailleurs, toute la région arctique, est en train de se construire. C'est probablement l'endroit du monde où le paysage va changer le plus vite. Alors fixons notre prochain entretien dans 10 ans, et nous serons en pleine forme pour continuer. Là, le paysage aura changé. Et donc, des terrains seront dégagés au Groenland. Et c'est, dans le fond, ma petite contribution au sujet à travers la romance et à travers 2 étés par an, qui est ce roman qui imagine en 2048 ce que sera le monde, donne à peu près les éléments sur ça. C'est-à-dire qu'on pourra faire pousser toutes sortes de plantes sympathiques à la place d'avoir de la glace. Il y aura quelques virus qui peuvent ressortir. Mais enfin, bon, le Groenland, entre guillemets, économiquement va se développer avec une population quand même. C'est ça que, évidemment, l'ordre du monde doit comprendre. Et donc vous avez, au mois de mars, des élections. Donc les Groenlandais, ils sont souverains avec les Danois. Et notre position, elle a été très claire toujours. Nous, en tant qu'Européens, évidemment, c'est la souveraineté absolue, l'inviolabilité des frontières terrestres ou maritimes. Donc je crois que les choses vont rentrer dans l'ordre qui doit être le sien, c'est-à-dire que les Groenlandais vont choisir leur Premier ministre ou renouveler l'actuel Premier ministre, et puis je pense que la messe sera dite. Voilà. Alors, bon, les Américains ont déjà une base sur place, hein, vous en parlez dans 2 étés par an, c'est Tulé, rebaptisé Pituffik. On verra la suite effectivement des événements. Si on élargit un petit peu la focale sur le domaine arctique, donc ce domaine-là, il est partagé en 2 moitiés. L'une nord-américaine, où on retrouve les États-Unis, l'Alaska, le Canada, le Groenland, avec un prolongement sur la Suède, la Norvège et la Finlande. Et l'autre moitié est entièrement tenue par la Russie. La Russie, c'est également un acteur important de cette zone, donc qui est la zone du pôle Nord. Oui, avec la crise qu'on connaît depuis 2022, c'est-à-dire en fait le Conseil de l'Arctique qui rassemble les pays que vous décrivez, que vous présentez, se réunit de manière très light, puisque la Russie n'y est plus invitée. Et donc, comme l'Arctique, enfin, les ressources arctiques, c'est-à-dire les hydrocarbures, pour la Russie, c'est 17% de son PIB. Donc je pense que dans l'effort de guerre, ça permet quand même d'agresser les Ukrainiens avec des moyens. Donc c'est un enjeu énorme, mais au-delà de l'élément géopolitique, ce qu'il faut revenir au paysage, c'est-à-dire cette route du Nord. Il y a 3 routes aujourd'hui qui sont rêvées depuis des siècles par les différents navigateurs ou explorateurs qui ont en général perdu leur vie en allant les chercher. Cette route du Nord, la plus possiblement fréquentable et viable en 2050,
c'est la route qui, pour 80%, est dans la ZEE russe. Donc elle sera sous souveraineté russe. Cette route permet d'économiser environ 10 jours de transport maritime quand vous voulez acheminer un container, grosso modo, hein, de Shanghai à Marseille. Donc il faut passer par Anvers, mais enfin voilà. Donc un basculement, ou en tout cas une translation d'une partie du transport maritime est possible. Ce qui fait que quand vous ajoutez cette perspective de translation du transport maritime, plus les réserves considérables d'hydrocarbures qu'il y a encore dans cette région-là, vous avez là l'espace le plus riche au monde. Et un petit espace, avec des acteurs, vous les avez décrits, qui ne s'entendent pas toujours très bien. Et avec un pays qui se présente encore comme un pays quasi-arctique, ce qui est une conception de la géographie respectable, hein, mais qui est de la Chine. Donc quand vous avez ces acteurs, ces ressources qui sont là, au fond des océans ou sur les océans, et évidemment, il y a un élément de tension très fort. Et ça peut être une lecture d'ailleurs de l'intérêt américain, qui n'est pas un intérêt récent, ça date déjà de 1876, la première revendication nord-américaine, états-unienne sur le Groenland. Donc voilà, ça explique peut-être aussi que, en effet, il faut, et c'est le cas, je crois, que l'Europe soit, avec le Danemark, avec l'ensemble des pays européens qui sont dans le Conseil de l'Arctique, absolument exigeante et ne pas discuter la question des frontières et de l'inviolabilité, la souveraineté des pays. Avec ces principes, je pense qu'on a beau menacer, on revient à la raison à un moment donné. Alors, le Groenland, c'est le point de départ de votre roman, 2 étés par an. Ce n'est pas qu'un territoire d'enjeux géopolitiques, mais c'est également un lieu, le lieu de la nidification des sternes arctiques. Alors, dans ce roman, vous faites un peu de prospective. Nous sommes transportés en 2048. Dans 23 ans, donc c'est pas si loin d'ici. Le sort de l'humanité se joue lors de la renégociation d'un traité. Vous, parce qu'il ne faut pas cacher, c'est vous qui allez accompagner 2 sternes arctiques. Vous êtes l'homme-oiseau qui va faire un immense voyage. Et ce voyage va nous faire passer par différentes étapes, différentes péripéties. Au fond, à travers ce roman, vous posez, j'ai l'impression, la question de l'héritage que l'on laissera à la prochaine génération. Autour de cette question-là, comment avez-vous abordé ce roman ? De manière sensible, en fait, parce que nos propos là, en effet, parlent de données scientifiques, de données géopolitiques, etc. Il y a un élément qui est très important, c'est l'élément affectif. Nous sommes tous des êtres, beaucoup d'eau hein, dans le corps, mais aussi de chair et d'émotions. Et d'abord, en allant découvrir ces paysages, enfin je les connaissais un peu, mais en allant passer, puisque c'est sternes arctiques qui sont les oiseaux qui font la plus grande migration au monde. Ils font 80 000 km aller-retour. De l'Arctique à l'Antarctique. Absolument. Oui. Donc pour moi, c'est les oiseaux idéaux. Là, j'ai les terres australes et antarctiques françaises. Ils permettent d'aller du Groenland dans ma tête facilement en Antarctique. Ces oiseaux sont intelligents en fait. D'abord, ils sont plus nombreux que nous. Alors respectons-les, on les oublie toujours dans le décompte, dans les rapports de force. On peut imaginer un monde où il n'y a plus d'humains, mais il y aura toujours les oiseaux. Ils viennent de loin. Et donc 400 milliards, c'est ça ? Oui. Donc vous voyez, ça force le respect. Et en plus, ils sont difficiles à attraper quand même. On essaye, les hommes essayent, mais ils se reproduisent. Et donc les oiseaux, je me suis beaucoup attaché à eux, depuis toujours, depuis que je suis jeune, en Bretagne d'ailleurs, parce que j'avais découvert dans les 7 îles un couple de sternes arctiques, et j'étais enfant, et mon père m'avait interdit de m'approcher, parce que les sternes arctiques protègent beaucoup leurs petits, et donc ils sont très agressifs. Voilà. Et puis, moi j'ai une... Je crois que même, enfin, il y a je ne sais pas si vous l'avez par là, mais oui. une photo Polaroid où votre papa vous a... Oui, c'est la seule photo que j'ai, en fait, où... c'est la seule photo qui me rattache fortement à mon père, où tout d'un coup, là, il prend avec son Polaroid de l'époque, et c'était toute une mise en scène, il prend cette photo d'un petit gamin, c'était moi, 4-5 ans, je crois, et puis ces couples de sternes arctiques qui, au lieu de me taper sur la tête, comme mon père imaginait, piquer sur la tête, sont là très gentils. Et c'est un élément très marquant pour moi, et ces sternes, je les ai retrouvés
40, 50 ans après, évidemment au Groenland, dans notre station de la VIPEF, au Svalbard aussi, j'ai retrouvé, et aussi en Antarctique, parce qu'ils font ce voyage tout simplement pour être pendant une période, une partie de l'année au chaud, à la lumière et avec la nourriture, et la même chose en Antarctique, donc ils suivent le mouvement. Et donc c'est, en fait, parfois il faut sortir de la boîte, et si on raisonne en humain, peut-être que ce n'est pas la solution. Alors, maintenant, on nous dit à l'intelligence artificielle qui va peut-être vous permettre de penser les choses différemment. Moi, je pense que les animaux, plus généralement, le vivant, il n'y a pas que nous dans le vivant, et ça qui me passionne, moi, dans ma recherche, enfin, dans ce que je fais sur l'océan, sur les pôles, etc. Le vivant, il va nous dire des choses. Le vivant, les oiseaux ont toujours été très importants pour les navigateurs. Ils ont accompagné... Ils ont donné des nouvelles de la Terre qui se rapprochait. Donc il faut faire confiance aux oiseaux. Ils ont été aussi des signes de présage. Et les oiseaux nous disent, et en l'occurrence c'est Stern Arctic, qu'il va falloir bouger. C'est-à-dire qu'il va falloir passer 2 étés par an, se déplacer. Ça va être difficile d'expliquer aux Inuits ou aux Samis qu'ils ne vont pas rester sur leur territoire. Mais en fait, ils vont bouger d'eux-mêmes. Parce que je pense que ces territoires, qui sont vraiment forts de culture extrêmement riche et ancienne, ces citoyens vont probablement voyager plus. Le Groenland, probablement, c'est presque une fiction, c'est pas une fiction dans mon roman, mais va devenir une terre assez touristique, accessible. Et donc tout ça va changer. Et je crois que c'est le paysage qui va changer. Et pour comprendre le paysage de demain, il n'y avait rien de mieux que Jet et Lily, ce couple très amoureux, en plus ça me plaît, moi, des gens qui s'aiment, qui décident séparément, parce que ces oiseaux volent séparément. Oui, vous mettez au début de ce roman une carte, parce qu'effectivement c'est très visuel aussi. On voit le couple qui est ensemble au départ, et puis je crois que c'est autour de l'Écosse, il y a une séparation. Je ne sais pas combien de kilomètres. Ils font 60 000 kilomètres. Et ils se retrouvent en Antarctique. Avec un petit, juste avec un cri. Alors qu'ils sont des milliers là à faire le même travail. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 2 routes principales. Il y a la route d'Amérique, les Amériques du Sud, et puis la route d'Afrique. Et en effet, Jake et Lily, en fait, vont avoir une route un peu détournée, l'un et l'autre, et vont nous faire connaître, nous faire comprendre le monde de demain, le climat, nous faire voyager dans les glaciers, et nous dire assez clairement ce que notre monde va être, et qui peut être un monde d'autant plus beau qu'en 2048, c'est pour ça que j'avais choisi cette date, c'est la date à laquelle le traité de l'Antarctique peut être mis en question. Un traité très particulier, etc. Je suis persuadé qu'en 2048, il y a quelques éléments qui laissent à penser que le monde peut changer d'ici 2048, des renversements d'alliances, pour ne pas dire plus. En 2048, les 50 pays qui sont partis, les 60 pays qui sont partis au traité de l'Antarctique auront changé d'avis, et que cette terre qui est consacrée, c'est mon prédécesseur et glorieux Premier ministre Michel Rocard qui a beaucoup fait pour la protection de ce patrimoine, le protocole de Madrid, qui après le traité de l'Antarctique a fait de ce territoire une terre de paix et de science. Et je pense que là, en 2048, il est possible que certains veuillent en faire une grande terre d'exploitation économique, avec tout ce qu'il y a. Comparé au Groenland, c'est incomparablement plus riche, notamment en termes de minerais, de ressources économiques et minérales. Alors, Olivier Poivre d'Arvor, vous êtes docteur en philosophie. Votre mère s'intéressait beaucoup à ces sujets-là, ce regard dans la profondeur. C'est peut-être aussi celui que vous portez sur l'avenir de la planète. Est-ce que, de manière plus générale, parce qu'il y a un autre personnage dans ce roman, c'est votre fille, figurative, etc. Je crois que vous décrivez qu'elle est très sensible à la question écologique. Est-ce que le regard en profondeur que vous portez sur notre avenir écologique, est-ce qu'il est positif pour la rassurer? Oui. Ma fille est africaine. Moi, je suis un occidental stérile. Fait partie de ces 10% d'hommes stériles, ce qui est le minimum, parce qu'en général, depuis l'histoire de l'humanité, seules les femmes sont stériles, comme par hasard. Pas du tout. Et donc, j'ai rencontré ma fille au Togo, l'adoption, après son temps, elle était sans parents, et
Et donc elle m'a apporté, en venant ici vivre avec moi, parce que je l'ai élevée seule, elle m'a apporté un regard autre, 8 ans de vie en Afrique, une autre compréhension du monde. Les Africains, en général, ne vont pas ressembler aux autres. Ils vont être africains très développés, mais avec un autre regard. De ce continent, j'ai appris beaucoup, le rapport au temps. Et quand on dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, évidemment, c'est un propos horrible, horrible. Elle est dans l'histoire bien avant que. Simplement, c'est une autre histoire. Mais il n'y a pas qu'une histoire dans le monde. Je ne crois pas que tout le monde va courir après tout le monde, qu'on va se multiplier, y compris la démographie montre qu'il va y avoir des mouvements, que le climat, ça va probablement, grâce à l'action des hommes et des femmes, être quelque chose d'un peu moins anxiogène qu'aujourd'hui. Et donc, dans le fond, ce regard de Faiza, c'est son nom, était très important, et donc elle est un des passages du roman, et très important. Elle donne vraiment du sens à ce livre. Parce que, bien sûr, que nous avons des certitudes. En permanence, nous terminons nos discours en disant que nous travaillons pour la génération d'après. Enfin, c'est sympathique comme déclaration d'amour à des générations d'après. Mais d'abord, occupons de nous, notre génération. Et moi, ce devoir, s'il pouvait y avoir un traité sur le devoir d'humanité, le devoir de considération de l'autre, de respect de l'autre, évidemment, ça paraît totalement ridicule face à la prédation économique qu'on nous décrit. Mais je pense que beaucoup d'êtres humains, un par un, sont sensibles à ça. Et que c'est ça qu'il faut reconquérir. Vous avez dit que j'étais docteur en philosophie, c'est vrai que c'est cette culture humaniste européenne, très fondamentalement européenne, j'y crois, je crois à l'Europe. Je suis persuadé que nous avons réussi à vivre ensemble après tant d'histoires, souvent belliqueuses. Et l'idée moderne, ça peut être l'Europe, n'en déplaise à ceux qui pensent que nous sommes un vieux continent. Et l'idée moderne, c'est peut-être l'Asie. Je suis très passionné par les cultures asiatiques et très passionné de plus en plus. Et derrière moi, peut-être, je ne sais pas si on le voit. Oui, parce que je sais que c'est alors je ne sais pas si c'est la bonne expression, un totem, en tout cas pour vous, quelque chose qui compte. Oui, je ne sais pas si on peut le voir. Ce sont des tikis polynésiens d'ailleurs. Donc ça porte bonheur. Oui, je touche. En fait, ça porte bonheur, mais c'est pas ça le sujet, parce que... Oui. Alors en Afrique, par exemple, si vous touchez la tête de quelqu'un, c'est criminel. Donc, pardon. Non, je vous en prie, il n'est pas africain. Mais en fait, vous voyez, il est bien assis sur ses... Voilà. Et c'est très important parce que il y a, dans un certain nombre de civilisations, d'excellents remèdes à la folie du monde. Et influencé par ces cultures, le monde arabe aussi, j'étais ambassadeur en Tunisie, j'ai commencé ma carrière de diplomate en Égypte, mais aussi la radio que j'ai dirigée, France Culture. Bon, c'est une radio où on échange des idées, mais on s'engueule pas, on crie pas, ça ressemble pas à des chaînes d'information en direct. Or, on avait réussi à doubler l'audience en 5 ans, donc ça prouve qu'il y a un bassin d'intérêt, de population croissant pour l'intelligence, pour la paix, mais une paix pas naïve, hein, avec du développement, avec du profit pour les individus, mais un profit qui soit un profit maîtrisé. Alors, dans ce roman, vous présentez quand même un vieil ambassadeur un peu désabusé par les résultats de ces grands messes de négociation. Est-ce que dans le personnage, il y a la part cachée de l'Olivier Poivre d'Arvor qui ne peut pas parler aujourd'hui? Oui. Nous sommes 3. Donc c'est lui qui répond. Oui, parce que évidemment, j'ai un devoir de réserve et c'est normal. Mais le roman permet de laisser passer, hein, en effet, ses convictions, mais oui, certainement, parce que c'est vrai qu'on voudrait que ça aille plus vite, on voudrait faire bouger les choses en tant que Français, en tant qu'Européens, mais en même temps, on n'est pas seul. Voilà. On n'est pas seul sur la planète. Il y a 193 pays autour de la table des Nations Unies. Ce système était éminemment respectable. On a beau dire que il ne fonctionne plus, je suis désolé, c'est quand même la meilleure invention qu'on ait pu faire
après ces guerres fratricides que nous avons connues au XXe siècle. Et donc c'est là-dedans, en tant que diplomate, admiratif. Moi j'étais philosophe, j'ai fait du théâtre, j'étais contractuel. Puis le jour où j'ai été enfin intégré au CODERSES, ça a été quand même pas une fierté, mais vraiment une obligation. C'est-à-dire vraiment de représenter mon pays, et pas de le représenter de manière pour le représenter, mais à mon échelle, avec mes patrons, mes ministres, les présidents de la République et tous les acteurs, mes collègues, de faire avancer, d'amener à calmer les choses, à amener la paix. Et lui c'est ce que c'est. Et donc, ça, c'est un métier formidable. Je pense qu'on va avoir besoin de plus en plus de psychothérapeutes de ce genre-là dans les années à venir. Et c'est pour ça que je suis assez heureux dans cette mission actuelle. Les missions, vous les multipliez, parce que vous présidez aussi le Musée national de la marine. Pour vous, la mer, bien avant cette mission, c'était déjà une passion. Vous présidez également la Corderie royale de Rochefort, le projet de l'Hermione, le projet de la boussole, la reconstitution du bateau de la Pérouse. Est-ce que, à travers toute cette expérience, cette passion, vous avez vraiment l'envie de réparer la mer? Est-ce que c'est possible? Bon, ce serait d'abord très, très immodeste. Et puis, est-ce que la mer a besoin de réparer? J'ai envie à la fois de penser, de me projeter dans le roman, et puis la négociation avec ce que pourrait être l'avenir, mais aussi d'avoir de la considération pour ce qui a existé avant. Dans le fond, j'agis en tant qu'être humain, comme vous, comme nous tous, c'est-à-dire qu'on est à un moment de passage, et voilà, et au moins faut faire son job. Alors quand on a l'énergie, quand on parle un peu des langues, quand on a eu la chance d'avoir une forme d'éducation, quand on est curieux, autant employer ça à des bonnes choses. Et c'est vrai que le musée de la Marine, quand Jean-Yves Le Drian m'a proposé la présidence il y a un certain nombre d'années, le visitant, j'ai vu qu'il était quand même à bout de souffle, qu'il fallait, voilà, grâce au ministre de l'époque et puis à des investissements importants de l'État, nous l'avons réouvert il y a maintenant 1 an. Et je me permets, je suis allé le visiter la semaine dernière pour préparer cette interview. Et effectivement, j'ai pu constater de visu que le pari, en tout cas sur la fréquentation et sur les tranches d'âge de la fréquentation, est pleinement réussi. Oui, dans le fond, j'étais un acteur, mais le directeur précédent, Vincent Campredon, l'actuel Thierry Gausseron, ont leur rôle, et puis toutes les équipes, mais c'est surtout les pouvoirs publics, dans le fond, qui ont permis que ça se fasse, les ministres de la Défense de l'époque, etc. Et bien le résultat des courses, c'est formidable, c'est qu'en effet, on amène des gens beaucoup plus jeunes, beaucoup plus de gens, à voir des choses beaucoup plus compréhensibles. Et dans le fond, oui, chaque avancée est possible. La Corderie de Rochefort, c'est un autre défi, c'est un endroit magnifique. Ceux qui ne sont pas y allés, j'y suis allé moi seulement il y a quelques années, c'est absolument sublime, au bord de la Charente, etc. Mais là, l'Hermione avait été construite il y a maintenant 20 ans. Malheureusement, l'Hermione est victime d'un champignon, et donc elle est aujourd'hui à Bayonne, je crois, en train d'être réparée. Elle ne pourra pas l'être, je pense. Et vraiment, je voudrais qu'on puisse au moins la réaccueillir dans l'endroit où elle était née une première fois il y a quelques siècles, pour porter Lafayette jusqu'aux États-Unis, et dans la version contemporaine d'il y a 20-30 ans. Je voudrais la faire revenir, y compris dans l'état de dégradation où elle est. On me dit c'est impossible, elle ne peut pas prendre la mer. Mais si, tout est possible. On va trouver la barge qu'il faut, on va l'accueillir, mais bon, il faudrait que ceux aujourd'hui qui s'en occupent en aient le désir. Mais on peut faire plein de choses. La boussole, c'est le bateau mythique qui manque, c'est le bateau qui manque à l'histoire, à la compréhension de la mer. C'est celui dont, vous savez, soi-disant, nous n'étions pas là, Louis XVI s'enquiert avant de mourir. Voilà. Et donc, la boussole, oui, on l'a retrouvée. Il reste de Vanicoro il y a maintenant quelques années. Et notre idée, c'est peut-être un jour, c'est compliqué en ce moment, parce que les finances privées ne sont pas au mieux pour convaincre des investisseurs de mettre quelques dizaines de millions là-dedans, mais restaurer, faire revivre la boussole. Je crois que, y compris ceux qui font pousser des plantes, ceux qui font revivre, ceux qui traitent bien les animaux, le vivant, l'être humain, l'autre, les hommes, les femmes, c'est ça, moi c'est ce qui me donne l'envie de me réveiller, c'est ce qui me fait que je m'endors
Voilà, je m'endors plutôt un peu stressé parfois, parce que le travail, même à sa petite échelle, est important. C'est de considérer que, pas parce qu'on est stérile, qu'on ne peut pas faire d'enfants et qu'on a 50 ans, qu'on ne sera pas père. Et je pense à Faiza, ma fille, qui, elle était sans mère, sans père, sans mère, et peut-être qu'elle n'aurait pas, voilà, si elle n'avait pas cru qu'elle pouvait un jour avoir un père, en tout cas. Non, je crois que la foi, pas au sens religieux du terme, mais la foi est déterminante, et surtout quand elle considère l'autre. Et c'est ça dans les rapports de force géopolitiques qui étaient compliqués à expliquer. Mais il y a des pays qui sont puissants, mais qui ont cette capacité de s'affirmer dans un ensemble collectif. Je pense, j'étais au Vietnam, j'étais au Cambodge récemment encore, dans des pays qui économiquement sont transformés, qui sont vraiment des machines économiques, mais qui se pensent dans l'environnement. C'est vraiment très prétentieux et de ne pas respecter, c'est pour ça que ce mot environnement est important, celles et ceux qui vous entourent. Alors dans cette façon de voir les choses, effectivement, vous avez montré à travers ce parcours que effectivement la question de la stérilité était une façon d'une difficulté, comment on peut faire un déclic dans la vie à travers la rencontre avec votre fille. Vous dites aussi dans le roman que Einstein disait qu'il y a deux manières de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Est-ce que c'est votre façon de voir les choses? Oui, c'est pour ça qu'il est à la fin du livre, hein, évidemment. Oui, je crois que d'abord, on n'a pas encore complètement résolu la question de la vie. Comment se fait-il qu'on soit là, encore là, qu'on ne soit pas complètement idiot, qu'on se développe. Donc il y a un élément de merveille, de miracle, mais que tout le monde a avec de la connaissance ou pas de la connaissance. La naissance de l'enfant, la vie, la reproduction, l'amour, enfin... voilà, alors, moi je le vois comme ça de manière émerveillée, mais je crois aux merveilles du monde. Je crois que elle se termine, la mort est là pour vous le rappeler, mais je crois que ces merveilles, elles peuvent se vivre à des échelles extrêmement simples, extrêmement modestes. Moi j'ai vu la manière dont, dans ce monde arabe que j'aime beaucoup, je pense en Tunisie par exemple, comment des gens extraordinaires étaient pénétrer des cultures de ceux et de celles qui les avaient pendant des siècles envahis, et que ça produisait une sagesse, une intelligence qui n'était pas forcément liée au degré de diplôme obtenu, exceptionnel, et un rapport au monde, à la vie, à l'environnement, à l'autre, à la famille, que nous avons un peu perdu. Et donc il y a beaucoup à apprendre de cette partie du monde, beaucoup à apprendre de l'Asie, beaucoup à apprendre de l'Afrique quand on est européen, et aussi beaucoup à apprendre de l'Amérique du Nord, hein, d'ailleurs. Mais il y a des pays, il y a des cultures qui sont curieuses de ça, voilà, et d'autres moins. Et c'est pas parce qu'on est puissant qu'on ne doit pas s'intéresser à ceux qui, sur le papier, pourraient être considérés comme étant moins déterminants dans l'ordre du monde. Ça va, ça vient, hein. Donc soyons respectueux de ces équilibres-là qui sont durables. La notion d'équilibre, elle est vraiment importante, à la fois dans ma vie sur un plan personnel, elle est importante sur le plan du travail, mais aussi de la stratégie polaire que j'ai écrite pour le compte du gouvernement, et qui est la première stratégie polaire, s'appelait Équilibrer les extrêmes. C'était en 2021. Équilibrer les extrêmes, c'était les deux pôles, voilà. Ben, il faut équilibrer ça, ça sert à rien d'être prophétique et d'écrire des polars pour expliquer que le monde va mourir. Enfin, c'est bien, c'est agréable à lire. Moi, je préfère, avec mes deux étés parents, cultiver une forme de douceur que les oiseaux n'ont pas naturellement, mais entre eux, vraiment, surtout ce couple qui s'aime jusqu'à la mort et à la vie, et qui va, grâce à leur détermination politique, faire que le traité de l'Antarctique sera renouvelé dans les conditions actuelles en 2048, c'est-à-dire la paix et la science. Alors Olivier Poivre d'Arvor, vous avez vécu dans une famille à Reims, en Bretagne, très organisée sur le plan des journées, mais qui vous a toujours soutenu dans vos choix de vie. Dans votre jeunesse, vous avez travaillé avec des personnages peu diplomatiques, comme Jean Edernalier, etc. Si là, maintenant, vous aviez à prendre un café avec le jeune Olivier que vous étiez à 18 ans, sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, que lui diriez-vous?
Écoutez, j'y pensais ce matin parce que j'écoutais à la radio, enfin je pensais pas à ça, mais c'est relié. Il y avait des cas dans les lycées, on voit en ce moment en effet des abus, etc. Et des jeunes élèves qui tombent soi-disant amoureux de leurs professeurs, qui ont 20 ans de plus et qui évidemment vivent ça pas bien, probablement dans le moment et après. Moi, il se trouve qu'à 15 ans, 15 ans, je suis vraiment tombé amoureux, j'ai pas été forcé, de ma professeure de philosophie, qui s'appelait Hélène. Enfin, elle s'appelle toujours Hélène. Elle avait, elle avait 25 ans, je crois, 26 ans. Son premier, à Louviers, au lycée de Louviers. Voilà, je donne les éléments. Et donc, j'avais 15 ans. J'avais envie de quitter ma famille, j'avais envie de vivre ma vie. Donc je suis allé vivre avec elle, j'ai passé mon bac, elle m'a permis d'avoir assez facilement. Puis après, je suis devenu étudiant de philo, elle vivait à Rouen, j'ai vécu avec elle. Voilà, et donc dans le fond, j'ai beaucoup appris comme ça de ça, et donc ce garçon même de 15 ans, c'était ça, c'est tombé amoureux de sa prof de philo. Pourquoi? Parce que elle m'apprenait quelque chose qui était considérable. La sagesse, les sceptiques grecs, les stoïciens, l'Épocène, la suspension du jugement, puis après Freud, Marx, tout ça. C'était vraiment une découverte énorme. Voilà, ce garçon, il était comme ça, il avait envie, très clairement, de changer de vie. J'avais vraiment envie de partir de Reims. J'étais parti de Reims, mes parents étaient en Normandie, j'avais envie de partir de Normandie, j'avais envie de monter à Paris, j'avais envie d'aller en Bretagne aussi, retrouver un peu mes origines, et d'où mon premier travail auprès de Jean Dernalier, qui était un fou complet, mais un fou assez génial. Et donc, voilà, c'est ce garçon que je vous décris. Et il savait ce qu'il voulait faire de sa vie? Non. D'abord, j'avais des cheveux très très longs, donc je sais pas, non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout l'étape d'après. Quand j'ai quitté mon poste d'ambassadeur en Tunisie, pendant la République et Jean-Yves Le Drian m'ont proposé d'être ambassadeur pour les pôles, évidemment, je parle pas le langage polaire, donc je me demandais. Et ça a été un formidable cadeau de la vie. C'est vrai qu'il faut souvent accepter ce qu'on vous propose, parce que c'est souvent un cadeau, et que j'ai toujours été, ignorant de ces plans de carrière, voilà, y compris de grandes études. Mais j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ces études importantes, qui les projettent, mais finalement qui les projettent assez souvent à un endroit dont on sait où il va être. Et donc moi je suis arrivé au Quai d'Orsay, pas par un concours administratif, mais par une intégration au mérite, après 15 ans de contrat, où j'avais été attaché culturel à Alexandrie, puis après à Prague, puis conseiller culturel à Londres, puis dirigeant d'une association qui s'appelait l'AFA, et puis après créateur de l'Institut français. Rien de tout ça n'était écrit. Et si vous me posiez la question de savoir ce que je vais faire dans un an, là je sais un peu plus. C'est-à-dire que, évidemment, il y a la période de temps possible est un peu moins longue, mais même ça, tout est possible, y compris, c'est quelque chose que j'aimerais accomplir, je ne sais pas comment, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas déclarés à l'état civil. À peu près 30 millions d'enfants chaque année naissent, et parce que les parents n'y pensent pas, parce que le village est trop loin pour aller déposer la preuve de l'état civil. Et ma fille était dans ce cas-là. Faiza n'avait pas d'existence juridique. Donc, c'est-à-dire qu'on ne vote pas, on n'est pas citoyen, on n'a pas d'éducation, on n'a pas de santé, et on ne peut pas traverser les frontières. Et ça, c'est un vrai combat. Et donc, j'aimerais pouvoir, non pas m'occuper de tous les orphelins du monde, mais tout simplement permettre, et en Afrique et en Asie, malheureusement, tous les ans, il y a toujours 10-15 millions de personnes qui n'ont pas d'état civil. Permettre au moins aux gens, avant d'avoir une belle éducation, des parents aimants, mais avoir un état civil, savoir d'où on vient, qui on est. Et donc, j'aimerais... Ça coûte pas cher, en fait. Il faut 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fasse. 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fasse. 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fasse. 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fasse. 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fasse. 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fasse. 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fasse. 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fasse. 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fasse. 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fasse. 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fasse. 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fasse. 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fasse. 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fasse. 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fasse. 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fasse. 10-15 euros par enfant pour permettre que l'opération se fa
Peut-être monter quelque chose avec Faiza d'ailleurs, qui veut que je m'y mette, mais je n'ai pas eu le temps pour l'instant, qui permettrait chaque année de déclarer quelques millions d'enfants. C'est un beau projet. Merci pour cet entretien. Merci à C'était vous. un véritable cadeau. Merci à vous. Merci.